ce que je te propose, Xav, Ouais, c'est qu'on attaque si tu es OK. Merci vraiment ouais, vas-y, de pas de passer souci. du temps avec nous. Là, comme je te le disais, tu as la team presque au complet là, sur ton écran à droite. D'accord, super. Tu sais, nous, on est une société de production. On produit plein de contenu pour des jolies marques. Et pour ça, on a une équipe sales, market et pas mal de chefs de projets éditoriaux. D'accord. Et donc, on est tous passionnés de contenu. Et vu qu'en ce moment, on est un peu à fond sur nos sujets, ça nous fait du bien un peu, tu vois, d'avoir cette petite bouffée d'oxygène avec toi Oh, bah, c'est cool. sur le contenu. Écoute, mec, comme tu le sais, nous, on se connaît depuis 17 ans. Ouais, c'est clair. Quand j'ai débuté chez Universal, je crois que c'est toi qui as réalisé le premier clip dont j'étais à la charge. Je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs. C'était lequel? C'était pas Victoria, non? Ah non, celui-là, ça doit être le deuxième. C'est le deuxième? C'était quel C'était hmm. Faudel. C'était Faudel. Je sais pas si tu t'en Ah oui, souviens. bien sûr que c'était Ouais, Faudel, bien sûr, avec ses graines. exactement, Faudel et ses exactement. graines, bien Ah sûr. non, c'était énorme, c'était énorme. Ah, On c'est avait énorme. squatté la rue Montorgueil. Exactement. C'était un joyeux bordel. Mais avant qu'on attaque, je voulais, comme le veut la coutume, que tu te présentes en moins de 8 secondes. Parce que tu sais, notre attention continue, elle a chuté. Donc, tu as 8 secondes. C'est à toi. D'accord, j'ai 8 secondes. Donc bonjour, moi c'est Xavier Jans, je suis réalisateur de films français, mais les gens pensent que je vis aux États-Unis. Et je sais pas, ça fait 8 secondes là, non? Il me Ouais, restait c'est peut-être bon, une écoute, seconde. c'est pas mal. Mais si je t'avais donné plus de temps, tu m'aurais dit avec modestie, parce que je pense que c'est ce qui Mhm. te qualifie, que tu viens de produire Papicha quand même. Ouais, Papicha, exactement. doublement césarisé. Ouais, exactement. Ce que Exactement. je trouve ouf, c'est que tu as produit le film de ta femme. Bah ouais, c'est important quand même. C'est-à-dire que c'est un peu une histoire d'amour. C'est-à-dire que elle me racontait son histoire depuis qu'on se connaît en fait. Et à un moment donné, je lui disais, bah, ce serait bien que tu en fasses un film, que tu l'écrives et que tu réussisses à en faire un film. Et en fait, ça nous a pris pratiquement 4 ans. Et on a démarré avec rien, hein. C'est-à-dire on avait vraiment, bah, on va dire, un peu de thunes, à nous et on est parti en repérage en Algérie et surtout on avait son histoire, en fait. Et à partir de là, elle a écrit le projet et on est parti, repérer en Algérie, voir comment on pouvait faire le film. On a commencé à rencontrer des actrices, d'autres comédiens, d'autres partenaires et à chaque fois, c'était en racontant l'histoire qu'on a intéressé les gens et que finalement, on a réussi à monter le projet. Et ce qui était assez fou, c'est que bon, on a tourné vraiment, c'était comme une bande de potes, c'était en famille. Et puis, on est arrivé au bout de 6 mois, on était à Cannes, quoi. Voilà, sélection officielle au festival. Sachant que Et le producteur, il y a un producteur qui a planté en cours de route et que tu as dit, mais ouais, c'est pas grave, on va le faire. ah, bien sûr, c'est-à-dire que c'était le producteur avec qui j'avais fait Budapest qui, en fait, ne croyait pas au film. C'est-à-dire pour lui, c'était pas assez. Il préférait faire des comédies et finalement, il a préféré faire une comédie qui s'appelle MILF avec Axel Lafont à la Ah place ouais, de ouais. Papicha. Ah, pas mal, il doit être content là. Et il doit être content. Il a un peu les boules, je pense. Non, c'est ouf. Mais ouais, avec toi, les histoires, elles viennent du cœur. Parfois, elles sont flippantes, hein. Je sais pas si la team, vous avez regardé un peu ce qu'il a déjà fait, mais pour moi, tu es le meilleur réal français des films de genre. À l'époque, c'est vraiment ce qui te qualifiait aussi historiquement. Peut-être Bah, t'en fais un petit peu moins, mais j'en ai fait, si, j'en fais toujours, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que à force, quand j'ai rencontré Greg, je faisais beaucoup de clips. Et en fait, ce qui est intéressant dans le clip, c'est que tu expérimentes, tu peux essayer, tu affines ta technique, en fait. Et donc, c'était pour moi un vrai laboratoire de pouvoir travailler dans le vidéoclip et la publicité. Et à un moment donné, j'ai eu envie de raconter mes histoires. Donc, j'ai raconté d'abord un court-métrage sur, pareil, qui venait du cœur, qui était une histoire qui était arrivée à ma mère. Un jour, ma mère est caissière de station-service. Et un jour, elle s'est fait braquer un matin à 6 heures du mat par un petit dealer à qui elle avait offert un café. Elle a commencé à discuter avec lui pendant une petite heure. Et en fait, au bout d'une heure, le mec, il était venu pour la caisse. Il y avait 20 balles dans la caisse. Et il lui a mis pas loin de 18 coups de flingue en fait sur la tête. Il l'a pas tiré en fait, et donc elle a fait quelques mois de rééducation. Et en fait, quand les policiers sont venus la voir pour montrer des photos de qui c'était, ils avaient récupéré les bandes de caméras de surveillance et tout ça. En fait, elle l'a pas dénoncé, elle a pas porté plainte parce qu'elle s'est dit, elle sentait une détresse dans ce mec et quand finalement elle pouvait l'accabler et lui ruiner sa vie en fait, mais elle s'est dit non, finalement il était déjà assez accablé par la vie en quelque sorte et ce qu'elle a décidé de faire, c'est de rien dire, de faire comme si c'était rien passé alors qu'elle était vraiment en mauvais état et 6 mois après ou 6-8 mois après en fait ce mec est venu lui apporter des fleurs pour ouais, la remercier, pour s'excuser en fait et donc j'ai décidé d'en faire un court métrage et ce film avait été sélectionné au Festival de Venise.
où il a eu beaucoup de… Enfin, moi, ça a été vraiment ce court-métrage qui a fait que j'ai commencé à faire mes films et que ça m'a permis de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ouais, Donc, c'est c'est ouf, pour c'est ça qu'il ouf. faut toujours écouter ce qu'on a dans le bide plutôt que ce qu'on a dans la tête. C'est beau, c'est beau. Écoute, ça Ouais. commence fort, là, ça commence fort. Moi, je sais que t'as aussi réalisé mais un blockbuster qui Ouais. s'appelle Hitman. Mhm. Pas sans souffrance, parce que les salauds, là, ils t'ont coupé ton Bah, il me coupe. director's cut. Ouais, mais moi, j'avais 30 ans, donc j'ai cru que j'étais libre de faire ce que je voulais. Puis en fait, il fallait répondre à la commande comme si c'était une pub. C'est-à-dire, quand tu fais un film américain de studio, tu réponds à une commande comme si c'était vraiment une publicité. Et c'est vrai que tu te rends pas compte finalement de l'opportunité. Pour moi, c'était une opportunité dingue. J'avais 30 piges. Et je me suis dit, bon, j'y vais, mais je le faisais comme un film indépendant. Donc j'ai mis des tonnes de violence. Vraiment, j'ai regardé le jeu, j'y ai joué pour vraiment coller à l'image du jeu. C'était une adaptation de jeu vidéo. Et à partir de là, en fait, je suis parti à fond dans ce qu'il y avait dans le jeu, c'est-à-dire la violence qui est extrême. Mais c'est de la violence de jeu vidéo qu'on ne peut pas faire à l'image dans les blockbusters américains. Et en fait, on a eu des gros problèmes avec la censure là-bas. Le studio a coupé 20 minutes de film parce que c'était trop, trop trash. Et pareil, ils ont rendu l'histoire un peu molle, quoi. Avant, enfin, la première version était beaucoup plus forte, beaucoup plus sur de l'infiltration. Ouais, Il mais faut ça, c'est savoir, pas toi, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas ce qui te qualifie, quoi. et en fait, le truc, c'est que les mecs étaient. Le problème, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe quand tu fais du cinéma américain ou quand tu fais des blockbusters comme ça. Le souci, c'est qu'ils veulent tous suivre une mode. Et à l'époque, c'était en 2008, la mode, c'était les Jason Bourne. Donc les films caméra à l'épaule, très rythmés, uniquement basés sur l'action. Et en fait, Hitman, c'était un film très posé qui n'avait rien à voir. En fait, il y avait de la violence, il y avait des choses comme ça, mais le film était posé. Et en fait, ils ont complètement changé le montage pour pouvoir suivre finalement cette mode-là. Je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, l'histoire leur donne raison quelque part parce que le film a fait plus de 100 millions de dollars de bénéfices juste en salle. Puis après, il a fait un peu plus de 100 en vidéo et pareil en télé. Donc, le film, pour un investissement de 20 millions, a ramené pas loin de 250 millions de dollars à ses producteurs. Et c'est vrai que d'un coup, tu te dis, bon, ils ont eu raison, mais je pense que si on avait fait une version plus elevated, plus intelligente, on aurait pu taper les 200 millions territoire US, en fait. Ouais, Mais c'est comme ouf. ils ont joué conservateur, ils ont joué petit, je pense qu'ils ont gagné petit là où ils pouvaient gagner beaucoup plus, en fait. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Mm. Pour que ce soit clair pour tous ceux qui nous écoutent, finalement, toi, tu es auteur, tu es réalisateur, tu es producteur, mais Ouais. finalement, le truc dont je me souviens le plus de toi quand je t'ai rencontré chez Universal, Mhm. c'est vraiment ton amour, un peu qu'on partage nous, évidemment, mais ton amour des mots et ton amour du scénario. Et donc, je voulais aussi commencer par te poser presque la première question qui était, mais pour toi, c'est quoi une belle histoire? Et je voulais te demander qu'est-ce qu'était un beau scénario, mais finalement, Mhm. presque, qu'est-ce qu'une une belle histoire? Qu'est-ce qui la compose en fait? Bah, c'est l'histoire que tu vas pouvoir porter et sans essayer de la vendre, elle va toucher les gens. C'est-à-dire qu'une belle histoire, c'est une histoire que tu réussis à… Il faut que tu sois passionné quand tu la racontes. Si tu la racontes sans passion, c'est que c'est pas la bonne histoire. Et la bonne histoire, c'est l'histoire que tu vas raconter qui vient du cœur, qui vient des tripes. Et quand tu la racontes, bah, tu sais que tu es persuadé que tu es passionné par ce que tu racontes, en fait. Et quand tu pitches un film, il faut que tu sois tellement convaincu que ce soit la bonne histoire que bah, les gens aient envie de te suivre et ils aient envie de le faire, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies de fabriquer quelque chose, il faut jamais essayer de se convaincre que c'est la bonne histoire. Parce que souvent, et tu le vois dans plein de films, dans plein de contenus, quand tu essaies de te convaincre que c'est la bonne histoire, tu as des films qui se font quand même, mais tu sors du cinéma ou tu sors de la série, tu dis ouais, bon. Et en fait, même les gens qui l'ont fait à ce moment-là n'étaient pas convaincus de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que Comment tu le sais ça? Tu le sens en fait, c'est-à-dire que ça c'est vient ouais, pas. c'est instinctif en fait. C'est une petite voix que tu as au fond de toi et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est Spielberg qui dit ça. C'est quelqu'un qui lui il dit il écoute toujours la petite voix intérieure qui va lui dire de prendre le chemin le plus difficile plutôt que de prendre le chemin facile. Tu peux prendre plein de chemins faciles qui vont t'amener straight to the point et tu vas dire ouais c'était ça qu'il fallait faire parce que tout est très clair. Mais à côté de ça, tu sais qu'il y a un chemin plus difficile, un chemin de traverse. Ça va être plus dur, mais en même temps, ton gut feeling te dit que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Il faut toujours écouter ce gut feeling parce que même si c'est plus compliqué, bah, c'est celui qui aura le plus de résultats à l'arrivée en fait. C'est-à-dire que le résultat
facile, et ça je parle d'expérience, tu vois? J'ai 45 ans et c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant, les chemins faciles, ont jamais été les plus payants. Tu vois? Ouais, Un chemin comme, celui de Papy Chat, c'est hyper gratifiant parce que chemin hyper compliqué, mais résultat, vraiment, sublime à tous les niveaux, tu vois? Le film est super, la vie du film a été incroyable, donc on est très content. Pareil pour un film que j'ai fait qui s'appelle Coldskin, qui était un film très compliqué à monter, très dur à faire, mais je savais qu'il fallait que je le fasse et c'est un film qui aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il ne baisse pas de niveau d'exploitation, en fait. c'est dingue. OK. Généralement, un film, il part, sur son premier week-end, il va vivre 2-3 mois, puis après il disparaît. Là, au Coldskin, il existe depuis 2017 et il continue sa vie, il sort dans plein de pays, puis en fait, il y a des retombées, assez régulières, en fait et pareil pour The Divide qui était mon troisième film, qui est un film que j'avais vraiment envie de faire, qui correspondait à un état d'esprit, à une sorte de sentiment de révolte par rapport au système des studios américains et c'est un film qui a 10 ans et 10 ans après, les gens en parlent encore. C'est un film sur le confinement justement et c'est assez marrant parce que depuis le mois de mars, j'ai, les ventes de The Divide qui ont explosé. Ouais, ouais. C'est dingue, hein, tu vois? Le contexte, est favorable au film, Ouais, mais exactement tant mieux, c'est cool, c'est et cool. c'est là aussi où il faut se dire qu'à partir du moment où tu racontes la bonne histoire, Ouais, l'histoire elle prend sur, elle va vivre sur la durée. c'est ça. C'est-à-dire qu'un bon film, un bon projet va rester vivant pendant, des années, des décennies, on peut en parler encore 30 ans après. Mmh. Un film qui est fait que par, instinct commercial va vivre le temps qu'il est fait pour vivre, c'est-à-dire 3-4 mois. Mmh. Il y a beaucoup de films qui se font comme ça malheureusement. Ouais, je comprends, je comprends. Je crois que tu as déjà fait aussi, tu me disais, rapidement de la pub. Ouais, Donc je pense plutôt à des spots publicitaires classiques, à du ouais, contenu bien de sûr, marque un peu enrichi comme, on peut le produire nous, par exemple, tu vois? Mais donc les conseils que tu viens de nous donner là, je pense qu'ils sont à appliquer aux à marques, hein, partout, clairement. Mais exactement. tu t'en aurais d'autres, en fait, justement, spécifiquement peut-être pour les marques, Pour par les marques, rapport au sujet narratif, bah, ce qu'on appelle le Can storytelling ouais, parfois? bien sûr, Canal+. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui ont créé, les pubs Canal. C'est-à-dire que j'ai Mmh. fait des pubs pour eux, en fait, j'ai fait les déclinaisons sur, la pub du placard, tu sais, avec le scénariste qui est dans le placard Ah oui, oui. et en fait, Canal, ce qui était intéressant avec eux, c'est qu'ils étaient vraiment friands de ne pas vendre que leur marque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais, un spot pour ce qu'on appelle en pub de la lessive, ouais, le Mmh. public va connaître, va identifier le produit mais ne va pas avoir envie de l'acheter parce que voilà, c'est finalement on filme une étagère, donc c'est pas intéressant. Mmh. Par contre, si tu leur proposes une histoire et en plus de ça, une histoire qui vient du cœur où le produit est le héros de ton histoire, mais que ce soit pas de manière obvious, d'un coup, je pense que c'est là où tu attires le spectateur et c'est l'histoire. Tu sais, je sais pas si vous avez lu le bouquin qui s'appelle Sapiens de Yuval Harari. C'est exactement ce qu'il raconte. Et ça, je vous conseille vraiment de le lire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte l'humanité. Au début, on était des petits groupes de 100, puis en fait, on est devenus des plus gros groupes parce que tu avais toujours quelqu'un dans ces groupes-là qui était capable de raconter la bonne histoire, en fait. C'est comme ça que sont nées les religions. Ce sont les histoires qui ont fédéré les gens, qui ont fédéré les peuples et qui ont fédéré des groupes. Et à partir du moment où tu racontes la meilleure histoire, tu vas fédérer des gens derrière toi, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'en publicité, c'est toujours à ça qu'il faut se référer. C'est vraiment se dire qu'est-ce qui va faire en sorte que cette histoire, et en plus de ça, en pub, si tu mets un peu d'humour, là, et que ça marche, tu emportes le gros lot, en fait. Mais il faut vraiment essayer toujours d'être sincère dans sa démarche et en même temps croire à l'histoire qu'on va raconter, même si c'est pour un produit. Tu vois, les pubs Canal, je trouve que c'est le meilleur exemple parce qu'elles sont toujours très fun. Tu vois, la pub pour la cuisine qui se passait avec les miniatures, Mmh. c'était comment on fait des bonnes séries, qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne. Mais en fait, on ne racontait pas la chaîne, on racontait une recette de cuisine. En fait, et donc, tu avais des voitures de police, des joueurs de foot, et on mélangeait tout ça et ça faisait la chaîne, en Et fait. quand il y a Donc, un peu d'esprit et que le spot bien te fait sûr. sourire et te fait et suscite l'émotion, c'est évidemment que ça Ouais, marche bien pour, sûr et surtout, il faut aussi essayer de trouver l'originalité. C'est-à-dire que c'est pas à toi de suivre le mouvement, mais c'est à toi de le créer et c'est ouais. là où tu en as qui sont très, très forts. Tu vois, Jean-Christophe Royer qui est, le concepteur des pubs Canal avec qui je travaille très régulièrement, c'est lui qui va regarder ce qui se fait, aujourd'hui, par exemple et il va dire, «Bon, tout ça, c'est fait, donc je vais partir à l'opposé du spectre de ce qui est en train de se faire». C'est vraiment là où tu vas pouvoir, réussir. C'est-à-dire quand Game of Thrones, si on parle de série, quand Game of Thrones est sorti, tu as eu plein de petites séries, d'heroic fantasy qui se sont fait, des films d'heroic fantasy, mais rien n'était au niveau. Tu avais l'espèce de monolithe qui est posé là, que tu peux pas dépasser et donc en gros, ce qu'il faut réussir à faire, c'est se dire: «Bon, il y a un truc d'heroic fantasy qui cartonne,
C'est quoi l'opposé du spectre? C'est de la science-fiction. C'est Mmh. parti et celui qui a compris ça, c'est Denis Villeneuve, quand il a fait The Arrival et là, il vient de faire Dune. Donc en Ça, c'est gros, souvent, faut avoir le courage de se lancer là-dedans aussi, en fait. Je ah pense que bah, oui, bah, c'est des rencontres aussi, à mon avis, de personnes qui se disent, tiens, on va pas aller à la facilité, ah on va bien faire le sûr, pas. Nous, on a cette difficulté aussi là, tu vois, quand on travaille avec des clients, avec des marques, à réussir à les embarquer parfois sur des concepts parce qu'ils un peu ont plus. bah, ils Ouais, ont ouais, peur, ils ont peur, exactement. ils ont envie de suivre le mouvement et mais c'est là où il faut les motiver et trouver quelque chose d'inattendu. Tu vois, moi, par exemple, j'ai travaillé, bah, là, sur la série que je viens de faire qui s'appelle Gangs of London où, j'ai rencontré Vince Gilligan c'est le créateur de Breaking Bad pour des projets. En fait, c'est des mecs, le mot qu'ils ont à la bouche, c'est unexpected. Mmh. C'est-à-dire, il faut toujours aller vers l'inattendu, toujours chercher ça. C'est-à-dire que vous faites des réunions ensemble, vous pitchez des trucs et à un moment donné, il va vous sortir le truc unexpected, inattendu, qui fait que: «Ah putain, ça, on l'a pas vu» et c'est chambé, Ouais. tu vois? Nous, en pub, on Et entend toujours le never seen before, mais tu vois, ouais, c'est ça. il nous saoule un peu celui-là. Ouais, mais C'est le ouais, en never fait, seen before, genre, c'est unexpected. en fait, faut pas qu'il soit gratuit non plus. C'est-à-dire que parfois, il y a un peu une volonté de se démarquer, mais sans que ça ait de fondement. Mais en revanche, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pour autant, c'est-à-dire pour faire réagir et susciter de l'émotion, il faut pas aller non plus dans le tiède et dans le Ouais, déjà vu, quoi. exactement. Il faut tenter les choses, faut se faire plaisir, il faut être sincère. Mais après, ce qu'il faut aussi, c'est se dire que, par exemple, moi, je prends un exemple d'une mini-série qui s'appelle Bref, que je pense que vous avez tous vu. Ouais, En fait, ce qui était puissant dans Bref, c'est que ça racontait un trentenaire, mais d'une manière qu'on n'avait jamais eue. C'est là la force ouais, de c'est vrai, Bref, c'est vrai, c'est vrai. c'est que c'était ah purée, c'est mortel, c'est ce qu'on m'a raconté 50 fois. J'ai vu 50 comédies qui ressemblent à la même chose. Par contre, la manière de le raconter est complètement inédite. Ouais, je Et comprends. c'est là où tu peux des fois, c'est-à-dire quand tu cherches l'inattendu ou le never seen before, va pas forcément essayer de réinventer la- Ouais, ouais. l'histoire. Ouais, ouais. C'est-à-dire Faut tu qu'il y ait de prends, l'esprit, il faut que ce soit fin, il faut que ce soit un ouais, angle en fait, pas forcément. prends exactement. C'est-à-dire il faut juste prendre finalement quelque chose qui peut exister. C'est-à-dire que par exemple ton client il veut, je prends un truc à la con, hein, mais de la lessive. C'est ton client qui veut vendre sa lessive. Tu vas lui dire bon bah comment je raconte ma lessive, tu vois. Donc il va se dire ah bah montre que ça lave bien et que ça sent bon. Et en fait, tu dis: «Putain», donc moi, c'est d'un coup là, je vous raconte un truc qui me vient sur le vif. Je me dis: «Bah, comment je raconterai un bidon de lessive sur ce qu'il vient de me briefer, sur son brief?» Bah, je me dis: «Non, je vais raconter l'historique de cette odeur de lessive qui peut me rappeler ma grand-mère C'est ça. et donc et je vais en faire un truc d'émotion sur un mec qui va laver sa lessive et ça va lui rappeler sa grand-mère et finalement ça va lui rappeler quelque chose d'hyper Mmh. attachant et tu as une petite, sorte de petite photo souvenir avec la grand-mère à côté et ça me fait penser à un jeu vidéo auquel j'ai joué, donc ça, il faut vachement jouer parce que c'est dans le jeu vidéo que vous avez les choses les plus innovantes en niveau narratif. Mmh. C'est, un petit jeu qui s'appelle Unravel que vous pouvez trouver sur PlayStation ou Switch et qui raconte ça. C'est une petite pelote de laine qui se balade dans une maison et qui est à la recherche des souvenirs, d'une famille qui vivait là avant et en Mmh. fait, tu pars sur un truc comme ça, bah, le mec qui vend sa lessive, il va se dire: «Ah putain, c'est touchant, c'est émouvant». Je suis sûr que tu fais un spot, avec de l'émotion sur juste l'odeur rappel de la soupline de ta Mmh. grand-mère, bah, Et ça ça va peut marcher. fonctionner Ça carrément, peut carrément. fonctionner, tu vois? Et après, il faut trouver les formules, le wording et tout ça autour, mais c'est quelque chose où finalement tu racontes la même chose, tu vends ton bidon de lessive, mais tu l'accordes, l'entrée en fait pour t'accorder l'attention, elle est via l'intimité, Ouais, en je fait et comprends. l'émotion et à partir du moment où tu arrives à catcher ça, bah, c'est ça qui marche Cool. et faut aller vers ça. Faut que tu nous shootes le corbeau là qui est au-dessus de ta tête là. Ah, j'ai un corbac là? T'inquiète, il y a pas de souci. J'ai des pies, j'ai plein de Ça trucs. plante le décor et tout. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a toujours intéressé, enfin une question que je voulais te poser, c'est, notamment toi qui as bossé sur des séries, c'est ce qu'on appelle le cliffhanger. C'est le petit Mmh mh. truc qui t'accroche à la fin d'un épisode pour, te donner envie de voir le suivant. Ouais. Et nous, dans les stratégies de marque, on cherche toujours aussi un peu, tu vois, le truc qui va faire justement qu'on va capter l'attention d'un lecteur, que ce soit sur un livre blanc ou autre chose, et qui va relancer la lecture ou la consommation du contenu. Mmh mh. Là-dessus, tu as un truc un peu à nous partager. Est-ce que ça répond à des techniques précises? Comment toi, tu as travaillé là-dessus En fait, historiquement? en scénario, classique, ça s'appelle, la préparation et le paiement. Ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prépares ton cliffhanger, par exemple, tu as un cliffhanger dans un film c'est le premier qui me vient à l'esprit là de suite, dans un film de Sam Raimi qui s'appelle Drag Me to Hell avec Alison Lohman.
En fait, au début du film, elle a son mec qui collectionne des pièces ou des boutons de veste. Et en gros, ce truc-là, tu te dis, bon, bah ok, c'est un trait de caractérisation du personnage. Et en fait, à la fin du film, là, je vous spoil un peu, en fait, tu te rends compte que ce bouton de chemise ou cette pièce, elle est finalement le truc qui va faire qu'elle va devoir le donner à quelqu'un pour pouvoir se débarrasser de la malédiction qui pèse sur elle, en fait. Et c'est parce qu'elle a projeté ce truc là-dedans, comme ça appartient à son mec, elle s'en est servie et lui, à un moment donné, il va l'échanger. Et en fait, c'est préparé hyper insidieuse. Il faut le préparer de manière très insidieuse au début, en parler finalement de ce cliffhanger, en se disant, en donnant une fausse piste. Et en fait, faut créer ta ligne narratrice principale et tu as une fausse piste en dessous qui est menée en filigrane. Ça peut être par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Knife Out, qui est sorti récemment. Et en fait, ça peut être par exemple, je sais pas, tu prends une histoire d'un crime. Donc, tu peux avoir un inspecteur qui va mener une enquête et un trait de caractérisation de ce mec, c'est qu'il est, je sais pas, il fait une réaction hyper négative à du lait caillé, tu vois, par exemple. Et à la fin du film, tu vas faire en sorte que bah, dès le début du film, tu vois que les mecs, tu vois, tu es en Angleterre et on te met toujours un peu de lait dans ton thé ou un truc comme ça. Et à la fin du film, en fait, tu demandes un thé et finalement, tu as ce lait qui a été planté depuis le début qui va être versé dans le thé de ce mec qui va le faire mourir, en fait. Et finalement, il ne va pas réussir à résoudre l'enquête. Donc, en fait, le cliffhanger, il doit être tout le temps, en permanence, partir du banal pour qu'à un moment donné, en fait, tu en parles dès le début. Il est toujours là dès le début, mais c'est un détail. Et ce détail va grossir et prendre son importance à la toute fin parce que tu ne le vois pas venir. Si tu l'amènes à la toute fin, on va appeler ça un Deus ex machina, qui fait que ça ne marche pas parce que tu vas dire, ah, mais ça sort d'où? Alors que si tu l'as planté au début, et bah, ça grossit et d'un coup, tu emportes le morceau. Mais il faut toujours préparer le cliffhanger par un détail de caractérisation ou un détail de costume qui va être quelque chose. C'est le principe de Sherlock Holmes. C'est le principe d'Agatha Christie qui était hyper forte à ça. C'est-à-dire qu'elle te donne la réponse au cliffhanger toujours au début de ses romans. Et Conan Doyle, c'est ce qu'il faisait aussi. Tu avais toujours un détail. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans Sherlock Holmes, je prends des vieux trucs parce que c'est eux qui ont créé ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à te poser. Sherlock Holmes, il se servait de son personnage hyper minutieux sur les détails pour pouvoir te décrire des centaines de détails. Donc, tu es noyé dans une masse de détails au début. Parce que le personnage, il analyse la veste du mec, il y a une tache de tomate ici, nanana. Il va t'en sortir des tonnes, parce qu'il est capable de lire les gens comme ça. Mais à la toute fin, tu vas te rendre compte que finalement, il a déjà trouvé l'assassin depuis le début parce qu'il a vu la petite tache de tomate. Finalement, la tache de tomate, c'est la couleur du sang. Il va lui demander au détour d'une phrase si le mec mange des tomates et le mec lui dit non. Et donc, il arrive à choper le truc comme ça. Mais il faut toujours essayer de poser ce qui va devenir ton cliffhanger au départ. Je comprends, c'est clair, super intéressant. Tu me disais là récemment que tu allais, avant le confinement, tu étais parti pour tourner une série Netflix. Ouais, exactement. On verra si elle se tourne. D'ailleurs, tu me disais que tu allais suivre ce qui allait se passer. Mais en fait, là, ma question, c'est si tu devais, j'en reviens un peu à notre sujet de marque là, si tu devais écrire une série pour une marque, tu aimerais qu'elle parle de quoi? Et a priori, ce serait pour quelle marque? Alors, c'est pas évident, hein, Ouais, à chaud comme ça, mais est-ce que tu as. Comment tu te ferais plaisir là? Tu auras envie de parler de quoi? Une marque de voyage. Ouais, on en a besoin là. Ah ouais, je pense qu'on en a tous besoin, tu vois. Et tu te dis que c'est l'histoire de quelqu'un qui part en voyage, qui va se faire des kiffs sur des îles et je sais pas, c'est une série sur une compagnie aérienne, tu vois. Un peu comme Paname qui a eu 2 saisons, mais faire quelque chose sur une compagnie aérienne, je pense que c'est pas mal. Tu fais qu'un épisode se passe dans un pays différent, fait que tu vois un peu du monde. Tu nous calerais un peu de zombies, toi, dedans, je pense. Bah, je pense, tu vois, dans chaque pays, il peut se passer un truc. Tu vois. Voilà. Oh, bah, canon, canon. Mais tu regardes le meilleur exemple de pub qui est tourné en film, c'est FedEx. FedEx qui ont pratiquement intégralement financé Seul au monde. Ah ouais, ok. Bah, c'est quand même l'histoire d'un mec de chez FedEx qui se crache en avion, bon, un avion FedEx, mais par contre, à la fin, il ramène un paquet à une meuf qui est sur une adresse, tu vois. La fin du film, c'est le mec, il arrive à livrer le paquet quand même. Stylé. Tu vois, c'est malin, quoi. Ouais, j'avoue. Tu me disais que tu avais vécu aux États-Unis, mais d'ailleurs, tu Ouais. vis encore un peu, je crois. Moi, j'y vais régulièrement. Ouais.
Et là, c'est mon côté un peu genre, vas-y, vends-nous du rêve un peu sur les États-Unis, même si on sait qu'il n'y a pas que du positif là-bas. Mais Ouais. dans ton métier et dans le nôtre, tu dirais que tu as Bah, retenu quoi de là-bas? Est-ce que tu nous partagerais quoi comme le plus important, c'est le mindset. C'est-à-dire mmh, que le mindset US qui est redoutable par rapport au mindset français. Parce que le mindset anglais est un peu équivalent, tu vois, mais en gros, c'est-à-dire qu'un Américain, enfin aux États-Unis, ce qui est hyper agréable, c'est qu'il y a déjà une notion de service ouais, et une notion de surcommunication, pas consommation, hein, mais surcommunication. Ce qui fait qu'à un moment donné, en France, on va t'envoyer un mail. Souvent, tu as les mecs qui vont répondre 2 jours après. C'est pas immédiat. Et moi, ce que je kiffe aux US, c'est que ça répond dans la minute. C'est-à-dire que OK, le mec, si tu n'as pas répondu dans les 15 minutes, il va te renvoyer un mail pour demander si tu as reçu son mail, en fait. ouais. Et ce qui fait que tout va plus Ça vite. change tout en fait. C'est-à-dire Ça ouais, change tout. Ça change tu tout es parce dans qu'en une fait, tu es dans un autre rythme en fait. bah, bien sûr, puis en fait, les choses, il n'y a pas de procrastination, en fait. C'est-à-dire que tout va très vite. Mmh, Tout est pris, toutes les décisions sont prises dans la journée. Tu as une décision à prendre, bah, ça va pas prendre une semaine pour être décidé. Ça va pas être consulté par 10 personnes. À un moment donné, il y a une sorte de foi ils écoutent leur instinct. Ils vivent le moment et quand il y a besoin de répondre, bah, on répond et surtout on donne sa chance à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va écouter les stagiaires, on va écouter si tu as un stagiaire qui veut te rencontrer pour te parler d'un truc, bah, le big boss d'Universal va se dire bah, bien sûr. Et il fait ouais. caler 20-30 minutes au stagiaire dans son planning. Ça peut être Kevin Feige, le boss de Marvel. Je sais qu'il rencontre régulièrement. Moi, j'ai demandé à le rencontrer quand j'étais aux US, je l'ai rencontré. C'est dingue. Ici, je veux rencontrer le boss de Pathé, jamais j'y arrive. Ouais, non, j'avoue, j'avoue. Tu vois, parce que c'est des relous. Et Donc, c'est vraiment c'est les as du vraiment. Non, mais storytelling par ailleurs? Tu trouves que c'est vraiment ils sont bons dans cette capacité à raconter des histoires ou un peu hmm, finalement un peu où ça reste un peu très c'est glittery non, tu vois? en fait, c'est pas qu'ils sont bons, c'est ils ont industrialisé un modèle. Donc c'est-à-dire que nous, on est artisans et je pense qu'on est très bon dans ce qu'on fait, mais on est artisanaux et ce qui fait que c'est intéressant parce que tu trouves plein de choses, qu'eux n'ont pas. Par contre, l'efficacité qu'ils ont dans le delivery, c'est-à-dire ils y vont, quoi. C'est-à-dire quand tu commandes un script, le mec, il va te livrer en 3 semaines. Tu fais des notes et en 2 mois, tu as un scénario, alors qu'en France, ça va prendre 6 mois, 1 an, parce que les mecs font 10 trucs en même temps, puis ils pipotent un peu, alors que là-bas, c'est très clair. Donc quand tu reviens en France par exemple, ça c'est un truc pénible pour toi où tu te dis C'est pénible, ah, ouais, bien sûr. Bah ouais, parce que tout prend des plombes, quoi. C'est-à-dire qu'on a une économie, je pense, qui est un peu au ralenti, parce que justement, bah, tout le monde prend des plombes à répondre, tout le monde prend son temps. Après, c'est aussi le charme français, tu vois. Mais à un moment donné, tu fais comme les Anglais. Les Anglais sont capables d'aller boire des coups et répondre aux sollicitations de 10h à 17h. À partir de 17h, tu oublies jusqu'au lendemain, tu vois, mais par contre, ils sont là, ils sont sur le coup. Ils ouais, vont je comprends. jamais te laisser dans le vent et c'est quand même hyper agréable, tu vois. Les Espagnols, pareil, on pourrait croire que les Espagnols sont plus lents que les Français, mais au contraire, ils ont le même mindset ricain parce qu'ils ont énormément de production américaine et anglo-saxonne qui se font chez eux, enfin dans mon OK. milieu, tu vois. Ah OK, donc ça les a presque formés, ça les a amenés à se former Complètement, un peu. complètement, toute l'Europe de l'Est aussi, hein. Heu, Ouais, c'est assez dément. C'est-à-dire qu'il y a chez nous, je te jure, c'est-à-dire qu'il y a un côté très syndicalisé, ce qui est important, tu vois, mais je pense qu'il faudrait rééquilibrer un peu. C'est bien d'avoir des syndicats et de pouvoir défendre des droits, ce qui est important, parce que là-bas, quand même, c'est un peu, c'est marche ou crève, hein, c'est de mmh, l'ultralibéralisme. Mais donc, je pense qu'il y a des choses à prendre des deux côtés. Et c'est chez nous, je pense qu'il faudrait relever un peu, enfin, ce côté, je dirais, engagé. C'est quelque chose qu'il faudrait prendre comme exemple sur les US. Après, franchement, il y a plein de choses que je critique. C'est leur système de santé, le fait que les gens vivent pour uniquement gagner de l'argent, mais en même temps, quand ils sont passionnés, ils y vont à 2000. ouais, ouais. Alors que chez nous, en fait, ça traîne. En fait, c'est ça le C'est quoi? problème. On va ouvrir une antenne ensemble à LA, quoi. Ah, mais moi, je suis à L'équipe fond. tech, c'est un petit rêve caché que j'ai là, tu vois, Ah, en moi. Et quand tu me parlais de ta petite maison à côté du boss de Vice, là, un jour, tu me ouais, racontais une anecdote ouais, rigolote sur la botte kiné. à Botkinet. Je me suis dit, Ouais, bon, ouais, là, tu me fais plaisir. Là. Écoute, on va attaquer. J'ai deux, trois petites questions un peu plus décalées, fun. vas-y. Ça, tu me diras si tu les trouves marrantes. Et après, j'aimerais bien que l'équipe puisse aussi te poser des questions. Euh, Par quelle scène tu commencerais ton biopic?
Alors, j'ai vu la question que tu m'avais envoyée, j'y ai Ouais. réfléchi. Je serais sur un lac gelé, en fait, et j'avancerai, la glace te craque un peu sous les pieds, mais en fait, tu te mets à courir pour éviter que ça craque sous tes pieds, mais tu avances Ah, sur le lac et tu le ah traverses ouais, quand même. ouais, ouais, ok. Et donc, c'est une espèce de rêve que le ferait le personnage principal, tu vois, mais je démarrerai par ça. C'est du vécu là, c'est Non, c'est qu'en fait, c'est finalement, imagé, mais c'est imagé, mais ça veut dire c'est un peu c'est la symbolique. vie en général symbolique. C'est-à-dire que finalement, tu as envie de prendre des risques, tu as envie de faire de prendre des décisions qui sont parfois risquées, mais si finalement, au moment où la glace craque sous tes pieds, si tu dis bah non, je vais reculer, revenir sur la rive, tu fais jamais rien. Et Ouais, je moi, j'ai comprends. toujours essayé de traverser le lac, même si la glace était fine. Canon, canon. Celle-là, je ne l'ai pas envoyée, je crois. Et du coup, si Hitman rencontrait Nejma, l'héroïne de Papicha, il Ouais. lui dirait quoi? Ah purée. Ça, c'est une bonne question. Qui sont tellement dans deux univers complètement différents. Bah, il lui dirait, je pense que elle lui dirait plutôt de déposer les armes. Ouais, c'est ça. Mm. Stylé. On rigolait un peu avec l'équipe hier à se dire, mais attends, le contenu le plus cher qu'on ait produit là, nous, dans la boîte, c'est lequel? Et donc, tu vois, on n'est pas sur des productions hollywoodiennes, loin de là, hein. On produit plein de contenus. Donc, Mhm. nous, ça se compte en petites dizaines de milliers d'euros maximum, tu vois. Mm. Et toi, ça a été quoi le plus gros budget de film sur lequel tu as bossé? Bah, c'est la série télé que je viens de faire là, qui était à 40 millions d'euros. Ah ouais, ouais, pas Ouais, mal. qui est Gangs of London en fait. Ouais. Alors, vas-y, Hitman, c'est pitch-nous en 8 secondes Gangs of London. Gangs of London. Alors À c'est 8 secondes, l'histoire, hein. ouais, ouais, c'est l'histoire de la famille Wallace, qui sont les plus gros gangs de Londres. Le père Wallace se fait tuer, son fils veut se venger. Yeah. Et donc là-dessus, non, non, c'est clair, c'est clair. Là-dessus, tu as été quoi? Tu as été réalisateur, du coup. Réalisateur, ouais, et Ok. co-créateur du show en fait. Et Ok. donc on a été voir HBO, puis HBO ils ont dit oui. Quand tu dis c'est pas mal, quand tu dis co-créateur du show, ça veut dire quoi Bah, je connaissais bien Gareth Evans, qui est le mec qui a eu l'idée originale. Ouais. Et ensuite, on s'est partagé des blocs d'épisodes. En fait, moi, j'aimais bien il y a un build-up à un moment donné dans la série de l'épisode 6 à 8. Et donc, j'ai fait 6, 7, 8. Et en fait, quand on a été voir HBO et Sky, on leur a parlé un peu du ton, de ce qu'on voulait faire. C'était une série ambitieuse parce qu'on a tourné pendant plus de 200 jours. Donc, c'était quelque chose qu'ils font jamais. Généralement, en série télé, tu as entre 10 et 12 jours de tournage par épisode. Là, on était sur le pilote, il y avait 45 jours sur le pilote, il y avait ouais, entre 20 et 25 jours par épisode minimum, plus de la seconde équipe qui tournait ouais, une quinzaine de jours par épisode, donc c'était très gros. C'est dingue. Et le modèle économique ne correspond pas aux grilles de télé européennes. Et finalement, bah, ils ont kiffé, on leur a montré des prévises de ce qu'on avait fait, et ils ont pété un câble. Et Là, là, ils c'est en train ont... d'être diffusé. Là, Non, je crois que ça commence dans quelques ça jours, non? commence le 23 en Angleterre, le Ouais, 23 en avril. plein confinement, bien vu, En mec, hein. plein confinement, ouais, bah Avoue que c'est c'est toi assez. qui a créé ce truc-là. J'ai des potes en Chine. Ouais. Et d'ailleurs, Euh, attends, moi, genre, autre question. Toi qui sais scénariser des fins heureuses et des fins bien violentes aussi, comment ça va se terminer ce coronavirus là? Imagine-nous, scénarise-nous la fin. ah, Alors, bah, je sais que tu vas nous mettre Macron en zombie encore, mais non, 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 je pense que je vais. Non, je suis plutôt optimiste. Enfin, j'espère être optimiste, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus écologique en sortie du confinement, en fait, qu'on arrive à ouais. trouver des solutions, je dirais, Qu'il y ait un qui enfant qui correspondent. vienne amener une fleur pour demander. Non, mais Pour je que... pense, ouais, voilà. Non, je pense que, non, que d'un coup, en fait, que quelques industriels se rendent compte que finalement, ça a fait du bien à notre planète d'être confiné comme ça, et que quelques décisions se décident d'être prises, tu vois. Un peu comme la fin de The Arrival, c'est-à-dire que les mecs se mettent à rêver de ce qui était avant, et ils arrivent à voir le futur en se disant, bah finalement, ça peut être pas si mal, en fait. Ouais, ok, je comprends. Finalement, d'être dans l'émotion là ces derniers mois, ça change un homme, Bah, hein. je l'ai toujours Ouais, été. ouais, je Après, sais, je sais. c'est les films qui se sont fait. Quand t'as vu Mounia, donc ta femme, monter sur scène là et prendre ce César, ça fait que enfin, ça crée Bah, quoi comme émotion ça? Bah surtout, on s'y attend pas une seconde. Après, on était, je dis pas qu'on était préparé parce qu'on l'a vécu un peu à Cannes. C'est-à-dire qu'à Cannes, on a eu une sorte de standing ovation de 7-8 minutes, un truc de fou. Donc en fait, tu reçois ça de la part du public, et là, en fait, c'est le moment où tu reçois la reconnaissance. Donc en fait, à Cannes, tu avais un truc d'émotion, et là, d'un coup, c'est un espèce de, bah, t'as de la fierté, tu vois, mais Ouais, surtout un soulagement.
Ouais, je Parce que comprends. tu te dis finalement: «Putain, c'est cool quoi, ça se finit bien, c'est une belle histoire en fait, c'est une belle fin». C'est dingue. Et ça non, c'est un vrai soulagement. Tu as la fierté, mais c'est surtout le soulagement. Tu es content, mais tu es soulagé finalement d'avoir fait que les bons choix pendant 2 ans, tu vois? Et Ouais, c'est ça c'est réconfortant, en fait. ouais, je comprends. Après, tu as vu, elle reprend, hein, tu Ouais, vas ouais. faire, Mais tu me un disais tour. quand on s'appelait à la cool là récemment, tu Mmh. me disais que le plus dur maintenant c'était d'arriver à enchaîner en fait. C'est-à-dire que Ouais, la c'est liberté retrouver. que tu avais, c'est ne plus la perdre et maintenant tu es attendu et ça c'est vrai que ça doit pas être évident. Bah, c'est surtout essayer de se dire, en fait, il faut retrouver l'innocence qu'on a eue au moment où on a lancé le film, en fait. Il faut absolument retrouver cette petite flamme qui fait que tu calcules pas le fait que tu vas gagner tous ces prix et que ça va marcher. Tu vois, Mmh. faut être hyper sincère dans ça. En fait, c'est retrouver de la sincérité dans la démarche créative. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, un succès, ça peut un peu brouiller les cartes. Parce que tu vas dire finalement: «Ah bah tiens, je vais recommencer». Et en fait, je pense que ce serait la pire des erreurs de refaire la même chose, en fait. Il faut absolument se réinventer en retrouvant cette sincérité. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mmh. Bon, en tout cas, moi, je chialais devant mon écran, hein. Ah ouais. J'ai dit 17 ans quand même, ce mec. J'étais à ton Ah bah mariage en plus, je me ah bah, souviens, bien sûr, avec bien Monia, sûr. vous On était étiez jeunes. déjà jeune, mais déjà à fond. C'était dingue, franchement, ça m'a touché, quoi. Ah non, mais c'est important, c'est pour ça qu'il faut rien lâcher. Tu vois, tu te prends des portes, après, moi, il y a eu des trucs qui ont plutôt bien marché, depuis 2007 Bien jusqu'à sûr. maintenant. Mais c'est vrai que d'un coup, il faut toujours essayer de retrouver, en fait, il faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. Et là, si tu veux, ce qui est encourageant, c'est que d'un coup, tu te dis: «Bon, bah, finalement, il y a une deuxième page qui va se faire Mmh. en, étant sûr du chemin à prendre». Tu vois, moi, je Ouais. cherchais un peu au moment d'Hitman, je me disais: «Ah ouais, je vais faire Hitman, tiens, je vais faire ça», mais j'étais pas dans cette, Testais, ouais. ouais, tu testais puis tu tâtonnes. Et là, maintenant, j'ai plus à tâtonner, je vois très bien le chemin et les choses sont très claires, en fait. Alors qu'avant, bah, tu essayes de chercher sans savoir ce qui va marcher, mais tu es un peu à la recherche de ce qui peut marcher, tu Bien vois? Et sûr. c'est là l'erreur. Faut pas être Ouais. à la recherche de ce qui peut marcher. Non, mais là, si on écoute tes conseils, là, tu vas bien te mettre dans le dur, tu vas être bien dans la Mmh. difficulté, tu vas essayer de Bah, faire bien un truc, sûr, bien tu vas sûr. pas choisir le chemin facile, toi, tu Bah, vas mon continuer. prochain film, il est enfin, ça va être compliqué, mais c'est, en fait, sur 2 médecins français qui vont tester, des médicaments dans un hôpital à Baragouana, en Afrique du Sud. Et donc ils sont payés par un laboratoire pharmaceutique pour faire finalement se servir des pauvres du quartier de Soweto. C'est une histoire vraie, hein, ils se sont servis des pauvres du quartier de Soweto pour tester des vaccins. Et D'accord. finalement, il y en a un des 2 qui va oublier ses rêves de fortune et gloire pour servir le serment d'Hippocrate et finalement se dire: «Bah non, je suis pas venu pour ça, mais je suis venu pour aider les gens, en fait», tu vois? Bon, l'équipe, là, vous pouvez enlever vos petits micros. Si vous voulez poser des questions, allez-y. Moi, j'en ai encore pas mal, mais profitez-en. On a Xavier Jans quand même qui est là. Donc, je sais pas qui en a une première à poser. Qui se lance? Moi, je veux bien poser une question. Bonjour Allez, Xavier. Bonjour. Je suis un peu intimidé, je veux le dire. Faut pas, hein. Surtout que j'ai un peu honte parce que j'ai vu que Hitman de tes films. Ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais je voulais te poser une question. Il y a pas mal de réalisateurs, surtout aux US, qui ont des styles hyper reconnaissables dans chacun de leurs films. Et toi, tu as une filmographie qui est assez différente avec pas mal de films d'horreur notamment. Et je voulais savoir si c'était un choix de ta part ou si tu cherchais encore ton style. Voilà. Bah, en gros, je l'ai trouvé avec, Cold Skin, qui est mon dernier film, en fait, que j'ai tourné en 2017. Et qui est réellement, ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie d'aller. Donc des films, qui parlent avant tout de personnages, qui sont sur des questions existentielles, en fait. Et là, c'est vrai que Colskin, c'est un film sur la colonisation, sur un mec qui part s'isoler sur une île en 1914 et qui finalement, fuit la guerre, en fait, fuit, les combats pour essayer de faire le point sur lui-même. Donc c'était vraiment, un film sur la colonisation et sur comment, l'espèce humaine a détruit son environnement. Donc un film plutôt orienté, écologie, on va dire, avec toujours cette note très genrée, parce que voilà, j'aime bien, la culture pop et tout. Mais c'est vrai qu'avec Kolsky, j'ai vraiment trouvé quelque chose et c'était mon 6e film, en fait, tu vois? Donc c'est un long chemin, c'est un peu ce que disait Fellini. Et Fellini il a trouvé son style à son 8e film. Tu vois, il avait fait la Dolce Vita avant, il a fait tout ça et quand il a fait 8 et demi, il savait le cinéma qu'il voulait faire et qu'il voulait raconter. Et c'est vrai que moi, je pense que Colskin, c'est vraiment la direction de ce que j'ai envie de prendre. Et Unfinished Country, là, qui est le film avec Samuel Jackson, serait le film qui définit exactement ce que j'ai envie de faire. Et Papicha est aussi une amorce de ça. Donc, Mhm. on va dire que ça prend la direction de
de ce que j'ai envie de faire. Et la série là, que je viens de faire, en termes de mise en scène pure, c'est là où j'ai réussi à trouver. Je me pose plus de questions sur où placer ma caméra. C'est-à-dire qu'on a tourné tellement de jours qu'à un moment donné, il faut trouver l'instinct. C'est-à-dire que tu as tellement pratiqué que finalement ça te vient à l'instinct. Et maintenant, je suis content parce que j'arrive à trouver instinctivement comment raconter mes histoires en fait. Alors qu'avant, je cherchais beaucoup. Et le réalisateur qui t'a le plus inspiré, du coup, sur la façon de filmer, par exemple? Je dirais Paul Verhoeven en fait, vraiment. C'est, quelqu'un que je trouve incroyable, c'est-à-dire qu'il fait pas beaucoup de plans, mais c'est la manière dont il va déplacer ses personnages dans le cadre, qui va faire en sorte que finalement c'est hyper intelligent, c'est toujours très dynamique et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper fascinant dans sa manière de déplacer les acteurs dans le cadre. C'est là où c'est le plus gros challenge, c'est comment tu déplaces dans le cadre, donc c'est ce qu'on appelle le staging. Et donc c'est vraiment, parce que c'est pas les plans en eux-mêmes, c'est vraiment comment tu vas stager la scène. C'est la mise en place, les déplacements, et souvent tu vois les films, enfin, quand vous analysez, bah, les films souvent sont très statiques. C'est-à-dire que tu as beaucoup de films où les gens sont sans chant, contre chant, ils sont là, ils bougent pas, parce que c'est beaucoup plus simple pour la caméra. Là où Verhoeven, moi ce que je trouve fascinant, c'est que ces persos, ils bougent tout le temps dans le cadre, il va en accompagner un. Tu vois, par exemple sur la vidéo, je peux en faire un, tu as un personnage qui est là, il va parler, et en fait, derrière lui, tu as un autre perso qui va passer. Donc lui, il va dire sa phrase. Derrière, tu as un autre perso qui va passer, qui va dire la réplique suivante. Et en fait, la caméra va suivre ce mec. Il va dire une autre réplique ici, et là, tu en as un autre qui va rentrer dans le champ. Et en fait, ça crée une dynamique de groupe que je trouve incroyable. Et c'est ce que fait Fellini dans la Dolce Vita, en fait. C'est vraiment. Pas dans la Dolce Vita, pardon, dans 8,5. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est vraiment raconter ton histoire avec du mouvement dans le cadre, en fait. Ok, super intéressant. Et j'ai Mm. juste une dernière question, parce qu'on est vendredi et qu'on Mm. a aussi envie de rigoler. Est-ce que tu as une anecdote de tournage marrante? J'ai une anecdote, l'anecdote la plus folle que j'ai, c'est sur The Divide, où en fait c'est mon stagiaire régie, c'est pour ça qu'il faut respecter vos stagiaires, qui a financé le film. C'est un vrai truc. Et c'est-à-dire qu'on a un film qui coûte 4 millions de dollars à l'époque, on tourne au Canada, et on est backé par un studio et tout, et on est le 11 mai, non le 11 mars pardon, 2010. Et là j'ai mon producteur qui me dit ouais monte dans ma chambre, on est à l'hôtel et tout, je tape à sa porte, puis là il s'effondre devant moi. Je fais putain Ross, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis en fait il venait de prendre un somnifère. Il me dit ouais je suis ruiné, c'est foutu. Je fais pourquoi? Et là il me dit bah parce que on vient de perdre en fait l'assurance du film venait de nous lâcher. Donc, ce qui fait que tu perds tout le financement. C'est-à-dire que c'est une banque qui s'appelle une bond company qui assure le financement de ton film. Et en fait, si la bande compagnie te lâche, bah, tes différents partenaires financiers n'ont plus d'assurance pour leur investissement et donc c'est mort. Et donc à partir de là, bah, il fallait retrouver l'argent pour remplacer. Donc on a un décor quand même qui coûte 1,5 million en studio qui a été construit. On a lancé la prépa, on a tout le casting du film qui est sur place avec nous. On est censé démarrer 3 jours après. Et là, bah, on va à LA, on essaie de trouver l'argent pour remplacer. C'est quand même trouver 2,5 millions minimum pour lancer le film. Et on ne trouve pas. Et on reste un mois, on a le décor. Chaque jour, tu payes 3 à 4 000 dollars le décor. Hein. Donc, pour la location du studio, il faut s'imaginer que le compteur, il tourne. Et donc, plus tu attends, plus ça tourne. Et donc, Ross, il met sa maison en hypothèque avec la banque et tout. Enfin, il se met dans une merde noire. Et on arrive au 27 avril 2010. Donc, on était à 2 jours de mon anniv. Et il me fait bon, bah écoute, c'est foutu. Je te prends un billet, tu rentres à Paris. Moi, je suis mort. Et je le vois, il s'effondre et dégoûté. Donc, mec, quand même, énorme respect pour ce gars. Et je vais à l'aéroport, on se dit adieu et tout, on pleure et tout ça. Et là, les vols sont annulés parce qu'il y a le volcan islandais qui s'est déclaré. Et donc on se dit putain, donc moi je suis coincé à Los Angeles et on reçoit un coup de fil à l'aéroport où tu as la productrice exécutive qu'on a au Canada qui nous dit à Winnipeg, elle nous dit ouais, il y a Nate, le stagiaire, il voudrait vous parler. Donc on se dit on va parler à Nate, mais en même temps je dis à Ross non mais Nate il a été cool pendant toute l'après, il faut lui parler. Donc je vais au bureau avec Ross parce que là il doit faire ses comptes et il est plié. Le mec il a 2,5 millions dehors. C'est-à-dire il est vraiment plié. Et donc je vais l'aider et tout ça. Puis on fait un Skype avec Nate à Winnipeg. Et là Nate qui a 18 piges à l'époque, il nous fait ouais les gars,
qu'est-ce qui se passe, pourquoi on doit détruire le décor et tout. Ben, on lui explique et on lui dit qu'on n'a plus l'argent et tout. Et là, il fait je comprends parce que je devais valider mon année scolaire avec le stage sur le film. Je vais parler à mes parents parce que c'est pas possible. Et donc, il va parler à ses parents. Nous, on se dit, ouais, bon, ouais, c'est bien, il est gentil. Et 3 heures plus tard, on a les parents en ligne. Et ces deux petits vieux qui n'ont jamais bougé de Winnipeg qui nous disent, ouais, qu'est-ce que c'est quoi le problème et tout. Et on leur explique qu'il nous manque 2 500 000 $ minimum pour lancer le film. Parce que là, on a tout perdu et qu'on va devoir tout arrêter. Et là, ils font, écoutez, nous, au début de notre carrière, il y a un jour quelqu'un qui a cru en nous et aujourd'hui on en est là. Écoutez, c'est notre tour de renvoyer la balle. Il vous manque combien? Ils font on vous fait un bridge loan de 1 million et puis on verra pour la suite, mais considérez que c'est bon. On raccroche, Géros qui est en larmes, il faut un full of shit et tout. Et là, tu as la banque le lendemain qui lui dit ouais, je comprends pas, il y a un Swift qui arrive. Et donc, c'était passé par la prod exé, le compte de la prod exé qui l'avait envoyé sur le compte de la prod aux US. Et en fait, on a relancé le casting, on a tourné, on a eu tout le budget qu'il faut. Et la belle histoire, c'est qu'au final, ils ont récupéré en 3 ans 27 millions de dollars. Ah ouais, pas mal. Sur 2,5 d'investis. C'est dingue, magnifique. Ouais, Fallait y c'est croire. ouais, c'est ma meilleure anecdote. Après, j'en ai plein d'autres plus trash, mais celle-là, c'est la plus drôle. Merci. De rien. Qu'est-ce qui se lance? Moi, j'ai une petite question. Ouais, Xavier, enchanté. enchanté. Pour le coup, j'ai vu que Papicha de vos films que j'ai D'accord. adoré. Ok, merci. Et j'avais juste une petite question sur. On parle beaucoup de votre César, mais vous avez été aussi dans la sélection des Oscars. Ouais. Pourquoi avoir été un film représenté par l'Algérie et pas la France? C'était simplement par curiosité. Ouais. Et et la deuxième qui suit un peu, c'est de savoir, est-ce que du coup vous avez réussi, vous aviez pu diffuser en Algérie quand même, malgré la censure? Non, on n'a pas pu le diffuser malgré. En fait, c'est toujours censuré. Là, ça s'est un peu ouvert, donc on devrait avoir des nouvelles bientôt. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le film est majoritairement algérien, en fait, dans son financement. Et donc, en fait, c'est le gouvernement algérien qui a financé le film. Et finalement, on se disait, face aux Misérables, à La jeune fille en feu, on va pas faire le poids. Donc, plutôt que de le proposer via la France, on va voir si ça passe en Algérie. Mais tu passes quand même un comité de sélection. Tu as un comité de sélection dans chaque pays. Et en fait, on a soumis à l'Algérie, parce que le film était franco-algérien. Et en gros, on a gagné face à un film qui s'appelle Abou Laïla. Et là, c'était une allume, sauf qu'à partir du moment où on a eu la bonne réponse, il fallait qu'on ait une règle qui dit que le film doit être diffusé dans le pays d'origine 7 jours avant le 30 septembre. Et donc là, on n'a pas pu avoir ça. Donc on a fait une dérogation auprès de l'Académie des Oscars à LA quand on était à Colcoa. Et ils ont accepté. Et en fait, le gouvernement algérien en place a tout fait pour que le film soit étouffé parce qu'il parlait de liberté féminine, en fait, et qu'ils étaient complètement contre ça. Mais Donc, du coup, si la moitié du film a été soutenue par le gouvernement algérien, c'est assez drôle que derrière, il ne soit pas diffusé. Ouais, c'est n'importe quoi, en fait. Mais après, après, le fin mot de ce qu'on nous a raconté, même on y croit un peu à moitié, c'est qu'en fait, pendant l'été, au mois d'août, il y a eu un gros concert avec 5-6 000 personnes et il y a eu un mouvement de foule et 5 personnes sont mortes pendant ce mouvement de foule, en fait. Et donc, en fait, au moment où on a, on a annoncé l'avant-première à Alger le 21 septembre, et en fait, tu as eu plus de 2500 demandes de places. Ce qui fait que le film, si on avait diffusé malgré tout, je pense qu'il aurait pu y avoir des problèmes parce que même s'ils n'avaient pas les places, les gens seraient venus quand même. Le film était extrêmement attendu sur place parce que c'était le premier film qui parlait de la décennie noire et on aurait eu, je pense, des débordements. Donc l'un dans l'autre, ça a un peu servi le film qui soit pas diffusé là-bas, en fait, je pense. Ok. Merci beaucoup et de rien. Félicitations pour ça. Merci. On a une autre question? Oui, bonjour Xavier. Bonjour. Merci en tout cas de cet entretien, c'était franchement extrêmement intéressant. Moi, il y a un petit point sur lequel j'ai un peu tiqué, c'est lorsque tu parlais du fait que c'était assez compliqué de créer, d'être sincère lorsque tu connaissais un petit peu le succès. Du coup, toi, d'un point de vue personnel, comment tu réussis à te reconnecter à la créativité? Comment tu réussis à te réinventer? Justement, je me déconnecte. C'est-à-dire que je ne regarde plus
les réseaux sociaux parce que en fait, c'est très chronophage. Dans notre nouveau modèle, c'est il y a 15 ans, tu n'avais pas de réseaux sociaux en fait. Donc, tu étais très créatif, tu faisais plein de choses, tu lisais beaucoup, tu regardais des films. Et en fait, tu te rends compte que les réseaux sociaux, en fait, tu regardes des vignettes de quelques secondes, mais ça te prend. En fait, tu zappes en permanence d'un sujet à l'autre et tu vas perdre 1 heure comme ça par jour minimum, entre 1 heure et 2 heures. C'est-à-dire que tu vas regarder un peu le matin, une demi-heure, 3/4 d'heure, tu vas regarder un peu à midi, tu vas regarder un peu le soir. Et en fait, tu te rends compte que ta productivité, elle a complètement baissé en 15 ans. Ton niveau d'attention, pareil. Et en fait, j'ai besoin limite, je déconnecte complètement Internet pour pouvoir aller chercher de la lecture, retrouver le temps de la lecture, lire des articles, me nourrir en fait de choses qui ne sont pas du multimédia en fait. C'est-à-dire que si je suis sur Internet en permanence, j'ai un tel flux d'informations que je vais être sur de la surface et je vais m'intéresser qu'à de la surface et je vais plus jamais aller en profondeur dans les sujets que je dois traiter. Et faire des films, c'est traiter un sujet, une thématique en profondeur. Donc, il faut absolument faire gaffe à préserver, à protéger son niveau d'attention, sinon on est mort. Enfin, créativement, tu vois, c'est hyper important. Donc, j'essaie de me déconnecter, de me mettre au calme, d'écouter de la musique, de lire. Je lis beaucoup de BD, beaucoup de romans je mate des films forcément, mais j'essaye de mater plutôt des vieux films. Là, en ce moment, je suis en phase vieux film japonais en noir et blanc, mais c'est hyper enrichissant parce qu'en fait, la narration de ces films-là est extrêmement moderne. Et elle n'a jamais été renouvelée en fait. C'est comme le néoréalisme italien de mecs comme Vittorio De Sica ou Rossellini. En fait, sont des gens qui ont inventé un style narratif. Et tu as Quaron qui a eu l'intelligence de le refaire avec Roma. C'est-à-dire que quand tout le monde a vu Roma, les gens se disent ah, c'est un truc de fou et tout. Et en fait, non, le mec, il a refait des films néoréalistes au Mexique, c'est tout. Donc mais il a eu l'intelligence de le faire aujourd'hui, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut partir se nourrir, se déconnecter. Et comme je te disais tout à l'heure sur la publicité, c'est aller là où on ne te dit pas d'aller. Éviter de suivre le troupeau de moutons qui vont tous regarder Casa de Papel, tu vois. Je suis désolé, les mecs, mais je déteste cette série. J'ai essayé. Et je trouve que c'est le truc qui est. C'est tellement formaté pour. En fait, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que tu nous invites à regarder sur Netflix, du coup? Mindhunter de David Fincher. C'est un peu le truc que j'ai trouvé le plus hallucinant sur Netflix. Mais sinon, c'est très mainstream ce qu'ils ont Netflix. Faut faire gaffe, c'est très censuré. C'est très. On a des notes qui passent là, sur la série que je devais faire. Ça passe et c'est. Tu vois, ça n'a rien à voir avec HBO. Moi, je viens de faire une série avec HBO, c'est quartier libre, ils veulent du unexpected tout le temps, ils veulent être, c'est horrible, je vais faire mon Van Damme, mais ils veulent être on the edge. Tu vois, ils veulent toujours que ce soit un peu à la limite de la provocation, tu vois. Et pareil, ils disent qu'ils veulent des séries high octane. Donc c'est le terme qu'ils emploient. Donc le high octane, c'est quand tu mets le feu à fond sur ta gazinière, tu vois. C'est bon ça. Ah, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Ils disent it need to be High more octane. high octane. High Ça, octane, j'avais ouais. jamais entendu. Écoute, un grand merci Xavier. Franchement, Merci à ça vous. fait 1 heure qu'on est avec toi. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça nous a fait beaucoup de bien, je pense, de parler d'un métier qu'on connaît bien, mais finalement pas tant que ça, parce que on bosse évidemment différemment de ce que tu fais toi. Franchement, on a hâte d'être déconfiné là et de venir te payer l'apéro au bureau ou au Milou en bas de chez nous dans notre QG. Ah bah, avec plaisir. Et plaisir. ça nous fera vraiment énormément de plaisir aussi. Si Et vous pendant l'extrait, en fait, j'étais vous chercher un truc pour vous montrer vas-y. un petit César qui est Oh là, là voilà, là, comme ça c'est beau. comme Ça, ça, c'est vous ouf. pouvez. Ah Je me là suis là. dit comme ça, vous le voyez un peu en moins loin que quand il passait à la télé, quoi, tu vois. Ah, c'est magnifique. Tu l'as calé où là, celui-là? Parce que tu en as deux, donc non, le deuxième il est pas chez toi peut-être. Si, le deuxième est chez moi. Enfin, on a un prod et un réal en fait, et non, les deux sont en fait sous l'escalier. Ah, l'humilité quoi. Bah non, mais en vrai, franchement, c'est pas très beau. Et c'est trop gros. Enfin, c'est gros, puis ça fait plaisir à l'ego, tu vois. Mais après, t'as pas envie de le mettre sur ta table, quoi. Tu vois, c'est comme cool. On n'a pas de cheminée, on met pas sur la cheminée non plus. C'est trop cool. Ce que je te propose, c'est qu'on t'applaudisse tous là. Moi, je suis en vision hall. Un grand merci. Merci à vous. Franchement, c'était dingue.
Merci beaucoup. Et comme je t'ai dit, écoute, on se revoit très très bientôt. Carrément. Toi, je sais que tu fais toujours le tour du monde, Bah là, plus trop. ouais. Donc Afrique du Sud bientôt. Afrique du Sud, certainement. Enfin, on est encore en prépa jusqu'au moins fin de l'année, puis ça shooterait l'année prochaine, en fait. Ah, génial. Même génial. pour non, je pense que ça va Je être. sais pas, on réfléchira à notre prochain séminaire là. Ouais. On va essayer de venir te faire un coucou là. Ok, bah super. Bon, On fait ça. merci encore. Merci à vous. On se tient au jus et Super. à très très vite. À très bientôt. Ciao. Ciao, Ça ciao. roule. Ciao. Ciao.